Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois de janvier 2023. On change un petit peu la formule. Je vais pas parler de tous les livres que j'ai lus, mais j'en ai sélectionné que 5. Et après, je parlerai des films et des séries que j'ai regardées. On est là en direct sur Twitch. On dit bonjour à YouTube. Et on est le 7 février 2023. Et let's go, c'est parti pour commencer à parler des lectures. Alors, hop, je vais quand même mettre en général ce que j'ai lu. Vite fait, on va passer sur l'ensemble des lectures, comme ça au cas où s'il y a des questions sur un livre. Tout le monde dit bonjour. Tout le monde est trop gentil là dans le chat. Un mois assez prolifique. Janvier. Et après on est en février. Donc on peut regarder les statistiques avec. On voit qu'en janvier j'ai lu 25 livres pour 4000 pages à peu près. Et donc j'en ai sélectionné 5. Qui était un peu un reflet de mes lectures, on va dire. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Racisme et jeux vidéo de Mehdi Derfoufi chez la Maison des Sciences de l'Homme, pardon. Donc, un ouvrage qui explore la question du racisme dans les jeux vidéo. Donc on est sur un essai de Mehdi Derfoufi qui est chercheur et qui, je sais plus sur quoi, il a bossé sur ces questions-là pendant ses études. Et pourquoi est-ce que c'est un livre intéressant? C'est un bouquin de 350 pages assez simple et qui est très introductif sur la question du racisme dans les jeux vidéo. Si ce sont si c'est une question qui vous intéresse, vous allez peut-être pas apprendre énormément de choses, vous aurez peut-être lu déjà des articles dessus. En fait, cet ouvrage, il a vraiment un intérêt parce qu'en fait, il n'y a pas de texte sur ce sujet en France pour l'instant, et on comprend très bien que Mehdi Derfoufi il a voulu vraiment créer un livre un peu pionnier en France sur ce sujet. C'est pour que après, parce que voilà, en général les textes de recherche et tout, ils s'appuient toujours sur ce qui s'est passé avant historiquement, et donc il fallait bien un livre pour commencer à explorer ce sujet-là. Donc il explore il y a plusieurs chapitres assez vaste où il va vraiment s'appuyer sur un truc, un ou deux jeux en particulier ou des exemples précis, voilà. Donc vous n'allez pas tout apprendre sur ce sujet, mais c'est plein de petites pistes de réflexion pour tirer justement un peu plus et peut-être nous aller faire nos propres recherches après. Et il y avait des questions très intéressantes sur aussi ce que c'est que le jeu vidéo sur le continent africain. Et aussi c'est un prisme c'est un prisme français, et du coup avec un axe plutôt sur ce que c'est que les communautés arabes et noires, parce que c'est un racisme qui est plus propre à la France par rapport à ce qui va se passer aux États-Unis, qui va peut-être être un peu différent, ou dans d'autres endroits du globe qui sont moins connus. En tout cas, j'étais très contente de le lire. J'espère que c'est un texte qui va... Il est sorti en 2021 seulement. Qui va engendrer plein d'autres textes, j'espère. Et voilà, donc très très intéressant si vous vous intéressez à ce sujet. Et facile, j'ai trouvé facile à lire. Voilà.
Voilà pour une de mes premières lectures, Racisme et jeux vidéo, de Mehdi Derfoufi aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, une bande dessinée dont on a beaucoup parlé, Celle qui parle, de Alicia Jaraba Abdelham, j'espère que je le prononce bien, dans la collection Grand Angle de Bambou, la collection un peu plus adulte, sérieuse de Bambou. Hop. Donc, là, on est dans de la BD de fiction, mais inspirée d'événements qui ont vraiment eu lieu. Donc, on est au XVIe siècle. On va suivre donc ce personnage, cette fille, Malin Ali, qui est la fille d'un chef d'un clan d'Amérique centrale, donc une fille qui vient d'un milieu plutôt favorable, très éduquée, et son père meurt et elle est vendue à un autre clan pour travailler et aussi, comme c'est écrit, satisfaire la libido de son nouveau maître, voilà. Aussi, ces femmes qui étaient envoyées travailler au champ étaient aussi à disposition du maître, donc voilà. Mais ça reste encore un autre peuple d'Amérique centrale pour l'instant. Et un jour, il va y avoir des navires qui vont arriver avec Hernán Cortés qui est à la tête de l'expédition et qui va chercher de l'or. Voilà, elle va sortir du lot parce qu'en fait, déjà, elle venait d'un certain peuple assez éduquée, elle avait déjà appris certaines langues et en étant vendue à un autre peuple, elle aura encore appris une nouvelle langue, donc elle sait pratiquement parler toutes les langues de tous les peuples de la région. Et on sait qu'en fait, c'était pas les pays n'étaient pas découpés comme ils le sont aujourd'hui, c'était beaucoup plus complexe et que chaque peuple avait sa langue, ses cultes, plein de sa culture. Et donc là ça va être hyper intéressant pour lui parce qu'elle va pouvoir lui servir d'interprète. Et à un moment, voilà, elle va dire non et il va se passer plein de choses à partir de ce moment-là. Et c'est très très intéressant. Donc c'est comment dire, c'est un texte qui est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé, mais où on sait plein de choses différentes à son sujet, on n'est pas vraiment sûr de quelle est sa véritable histoire. Donc celle qui parle parce que voilà, elle connaît énormément de langues. Et du coup, là c'est une version de potentiellement l'histoire de Malin Ali, avec la complexité de ce personnage qui n'est pas parfait, qui est très complexe, qui est très intéressant, qui a une histoire très riche. Et les planches sont très belles, c'est à la fois très beau, très bien rythmé, ça fait poser plein de questions. Et même, voilà, tous les personnages sont assez relativement complexes, à part un des derniers hommes à qui elle est donnée, où c'est vraiment la caricature du gros mec beauf et tout. Mais voilà, sinon tous les personnages sont hyper intéressants. Surtout elle, du coup. Je recommande cette bande dessinée. Hop, voilà. Qui parle. On va parler de Tesla Note après. Je fais une petite pause mouchage. Tesla Note, donc un manga... Ouh, il y a déjà 4 tomes de sortie. Comment
j'ai pas vu le dernier tome. Je le mets dans mon panier de commandes. Alors, donc, je vais vous lire le petit résumé parce que j'ai du mal à le décrire. J'en ai parlé à mon club ado qui est très enthousiaste, mais je crois que je leur ai fait un résumé de 6 pieds de long. Donc, je vais vous lire ça. Des accidents provoqués par des distorsions espace-temps commencent à s'enchaîner dans divers pays, incitant une société d'espions de la sécurité japonaise à envoyer sur le terrain ses meilleurs agents pour une mission consistant à sauver le monde. C'est ainsi que Botan Negoro, c'est elle, jeune fille entraînée au combat depuis son plus jeune âge par réunir les fragments du cristal Tesla accompagné de son coéquipier Kuruma, afin d'empêcher qu'il soit utilisé à mauvais escient. Donc Tesla, hein, bien comme Nikola Tesla, qui aurait fait des recherches trop avancées pour son époque et dont la technologie, n'était pas encore avancée pour pouvoir vraiment utiliser le fruit de ses recherches, aurait brisé un cristal Tesla en plein de morceaux, sauf que maintenant ça crée des distorsions un petit peu partout, et donc hop, il va falloir aller les retrouver, et donc on va avoir un duo assez loufoque entre cette jeune fille très très énergique, hyper comme ça, qui a l'air de rien, mais qui s'avère être un petit génie sur plein d'aspects, le combat, l'espionnage, voilà, plein. Et son concurrent qui veut pas se laisser faire et qui a envie de lui montrer que c'est lui le meilleur. Donc ça donne des situations assez cocasses, c'est un peu genre ils se détestent au début et ils vont apprendre à s'apprécier. Voilà, et c'est très fun pour l'instant. C'est un bon début de série de manga que je peux conseiller à des ados déjà et à des adultes aussi. Je sais pas si dans quelle collection ils l'ont mis. Shonen, ouais, ça reste du shonen. Après, pas trop jeune non plus parce que c'est plus un délire espionnage. Ah, en vrai, peut-être pour les personnes qui ont aimé Spy Family, c'est un truc à conseiller. C'est assez loufoque aussi, mais pas dans le même genre. Et ça reste un peu plus ça reste accessible mais un peu plus sérieux que du manga très jeunesse. Hop et vive la Bretagne bien sûr. Vraiment, il y a toujours un breton quelque part, même dans un chat Twitch quoi. Toujours. Voilà, Tesla Note. Pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, donc on verra. Je vais lire la suite et on verra comment. Je regarde si les notes. Bon, après, ça veut trop rien dire parce qu'il y a plein de gens qui lisent le premier et il y a que les gens convaincus qui lisent la suite. Mais je pense que je lirai la suite. Hop. Après, je vais vous parler du l'adaptation de la série de livres de Evelyne Brizou-Pellen, Le Manoir, que vous avez peut-être lu quand vous étiez enfant, adolescent ou quoi que ce soit. Moi je les ai pas lus, je pense que j'étais un petit peu grande déjà quand ils sont sortis. Je sais pas en quelle année ils sont sortis. J'ai lu pas mal de livres de Evelyne Brizou-Pellen. Hein. Mais ça c'est la BD. 2013. Ah ouais, j'aurais dit que c'était plus vieux que ça. L'adaptation, alors je sais pas si c'est fidèle ou quoi que ce soit au roman. C'est édité par Bayard, donc Bande d'Ados, c'est une collection chez Bayard, donc c'est le même éditeur que le roman. Franchement, j'ai trouvé que l'histoire était top. On va suivre Liam qui va arriver au manoir, voilà. Après avoir vécu un cancer, il va arriver en convalescence dans ce manoir, dans une voiture de course. Tout est hyper étrange, il n'y a pas d'électricité, pas internet, on lui enlève toutes ses affaires, et tous les pensionnaires sont hyper bizarres. Genre ils ont l'air déguisés, il y en a un, il est
Il y a genre une dame de la cour, il y a un chevalier, enfin il y a que des gens comme ça. Après il y a des gamins, des jumeaux un peu bizarres et tout. Et personne va trop répondre à ces questions, voilà. Et du coup, il va essayer de comprendre ce qui se passe, il va essayer de s'enfuir, il va essayer de prendre contact avec sa famille parce qu'il a plus de contact avec sa famille. Et petit à petit, on va comprendre ce qui se passe. Donc, franchement, j'ai été hyper prise par l'histoire. C'est 84 pages, j'étais là. Allez, je le lis pas. Bon, ça fait quand même un moment, ça me fera l'occasion de savoir vraiment ce qui se passe dans ce bouquin. Et en fait, je pensais le lire en diagonale juste pour savoir un peu, en fait, de quoi vraiment ça parlait le manoir. Et je me suis enchaîné les pages. C'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Voilà. C'est un bon conseil pour des bons lecteurs de BD, à partir ouais, je vais dire 10 ans, mais même avant si c'est des bons lecteurs, quoi. Et ma dernière reco BD, j'ai pas de roman, j'ai pas lu de roman ce mois-ci, même ce que j'ai conseillé à mes ados, là, ce mois-ci, c'était que... c'était que des trucs que j'avais pas lus. Hop, c'est la dernière. Alors là, là on va chez Otsuki. Moi, je fais tous les départements. On est chez Rochette. Donc, la dernière reine, bon alors moi il est plus, j'ai plus Otsuki exactement, mais bon là c'est plus le Vercors. Jean-Marc Rochette qui est un auteur qui est reconnu pour savoir représenter la montagne, voilà, la nature, tout ça. Donc, celui-là, je l'ai conseillé à mes ados aussi, moi, c'est des bons lecteurs. Il y en avait un qui l'avait déjà lu. C'est bon, après, comme tous les sorties de Rochette, ça marche toujours très bien. Je l'ai trouvé vraiment chouette, celui-là. On va suivre Édouard Roux, du coup, qui... bon, alors, il y a plusieurs temporalités. Là, le résumé nous dit que c'est une gueule cassée de la garde 14, effectivement. Il va se faire un masque par une sculptrice animalière, Jeanne Sauvage. Donc, elle va lui faire un visage qui va lui redonner une vie. Et eux, ils vont se lier aussi, du coup, tous les deux. Va débuter une histoire d'amour entre les deux. Et elle lui redonne une vie, et lui, il va l'emmener dans le Vercors, il va lui faire découvrir la nature. Et l'histoire d'une dernière ours, cet ours qui a été tué quand il était enfant. La dernière reine, c'est ça, c'est le dernier ours du Vercors. Et Jeanne, elle, son but, c'est de sculpter un ours, vu qu'elle est sculptrice animalière, donc on va avoir un peu... toutes ces histoires qui vont se mélanger. C'est très beau. La nature, c'est hyper bien rendu. Il y a toujours ces trucs un peu de Rochette où je suis là. Enfin, je connais l'homme, donc il y a des trucs où je suis toujours un peu agacée parce que je sais qu'il est très... regardez ce que les hommes ont fait à la nature. Enfin, ce qui est vrai. Mais... il est dans un truc un peu de rejet, un peu de tout ce qui... de beaucoup de choses, on va dire. Donc il y a des petits trucs des fois un peu qui m'agacent, mais on peut pas lui enlever quand même ce talent de nous faire vivre des émotions et aimer effectivement cette nature, ces animaux. Et de vraiment faire prendre, rendre vivante une souffrance. Vraiment, c'est assez terrible à des moments à lire. Tu te sens
Vraiment très très émue quand on voit ces chasses. Vraiment, c'est assez prenant. Et c'est toujours... J'aimerais bien vous montrer... hop. Je vais essayer de vous trouver des images de planches. Un peu comme dans Avatar. Certains le diraient. Pas moi. Ah là, le travail de lumière est assez fou. Oh, purée, on voit rien comme ça. Avec ces noirs toujours très, très intenses. Ça, c'est pas du tout cette BD-là. C'est le loup, ça, ouais. C'est terrible. Ah, feuilleté. Voilà, c'est noir très très profond. C'est très... Enfin voilà, ça reste très dans la retenue, très dans le... dans la suggestion, c'est quand même un très grand auteur. Hein. Hop, voilà. Et... Voilà, c'en est tout pour mes lectures. Alors j'ai fait d'autres bonnes lectures. Mais voilà, j'ai hésité. Il y a un moment, je voulais peut-être vous parler de notre BD, mais je trouve que c'est bien. 5, c'est bien. Après, c'est trop. On va parler des films. Les films, je sais que ça vous... Je sais que vous êtes des cinéphiles. Je sais que vous lisez tous Cahiers du cinéma et que vous allez au cinéma d'art et essai tous les week-ends. Bien sûr, même en semaine, le soir en semaine, la séance du mercredi soir, là bien sûr. Vous êtes ce genre de personne, évidemment. Let's go pour les films, pour ce que j'ai vu au cinéma. On va en parler tout de suite. Donc, Voyage de Chihiro qui est mon Miyazaki préféré. Je veux rien entendre. Si vous dites-moi quel est le vôtre. Et je vous jugerai. Bien sûr. Il y avait la théorie de le Miyazaki préféré des gens, c'est le premier qu'ils ont vu. C'est pour ça que je voulais absolument montrer le Voyage de Chihiro premier à mon mec. T'as un Porco Rosso, je crois que c'est le seul que j'ai pas vu, qu'il faut que je regarde. Donc Megan, comment ils le définissent? Parce que moi j'ai même pas envie de dire que c'est un film d'horreur. Horreur science-fiction, ouais. Donc, on va sur Megan, hop. Oh. Je trouve assez réussi l'affiche quand même. Est-ce que je vous raconte le film? Oui. Ouais, Mononoke. Mononoke est très bien aussi. Ils sont, en vrai, moi je les aime tous. Mais je crois qu'il n'y en a pas un seul que j'aime pas. Gemma est une brillante roboticienne qui travaille au sein d'une entreprise de jouets. Elle fait des trucs qui ressemblent à des Furby, on voit au début, mais des Furby qui sont très portés sur le caca. Hein, vraiment, c'est vraiment porté là-dessus. L'humour est au maximum de niveau dans ce film. Après, moi j'aime beaucoup l'humour du caca. Hein. L'humour caca, c'est beaucoup mon truc, mais bon. Ça vous met direct dans une ambiance. Hein. Sa société est en train de plancher sur la création d'une poupée robot aussi proche de l'humain que possible afin d'être l'ami des enfants et l'allié des adultes. Enfin, c'est elle qui planche sur ce robot, elle a fond dans son travail, elle veut vraiment réussir ce jouet. Mais ça coûte hyper cher, donc en vrai son chef est pas hyper pour. Il y a sa sœur et son beau-frère qui meurent, du coup sa nièce se retrouve à venir vivre chez elle.
Et du coup, elle va utiliser son prototype de robot poupée pour expérimenter sur la gamine et aussi, ben voilà, ça l'aide à s'occuper d'elle parce que c'est un peu, elle est pas faite pour être parent, clairement, Gemma. Et donc va s'enchaîner des actions, bon bah voilà, elle va devenir un peu malveillante, hein, parce que son but à la poupée là, Megan, c'est de protéger coûte que coûte. Comment elle s'appelle la petite? Putain, on sait même pas. Vraiment, le synopsis c'est nul à chier. Pardon, mais. Je sais plus comment elle s'appelle. Caddy? Je suis même pas sûre. Coucou John Fu, coucou. Bienvenue. Donc voilà, donc la Megan, la poupée, elle va vouloir protéger à tout prix la gamine, et donc bien sûr, vous savez ce qui va s'en suivre. Des situations plus ou moins extrêmes. Voilà. Bon, que dire sur Megan? Alors moi, je suis pas une spécialiste des films d'horreur. C'est pas un genre dans lequel j'excelle. Par contre, j'ai vu les Insidious, par exemple, que James Wan a écrit aussi, il me semble que c'est ça, ouais. Que j'ai beaucoup plus aimé. J'y allais parce que je me t'ai dit, franchement, ça a l'air fun. J'ai besoin... Des fois, voilà, parce que quand je vais au cinéma, que je sais plus trop quoi regarder, parce que j'ai vu les films que je voulais voir, il y a rien qui me botte, j'aime bien aller voir les comédies françaises de merde pour m'en moquer, et les films d'horreur, parce que en général, c'est quand même un bon moment. Le problème, c'est que là, on a un peu le cul entre deux chaises. Ah, Knock at the Cabin. Vito, tu l'as vu aussi. Vito, tu l'as vu. C'était bien. Est-ce que c'était bien? Est-ce que je dois aller le voir? Et du coup, oui, le Megan, c'est un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu entre... Enfin, même entre plus de chaises que ça. C'est le cul entre des milliers de chaises. C'est vraiment le jeu des chaises musicales à lui tout seul. Parce que c'est entre un film d'horreur, entre le film gore, entre un truc un peu plus à la Black Mirror... et l'humour un petit peu, il y a beaucoup d'humour, mais je trouve que l'équilibre ne se fait pas. C'est bof, ok. Je dépense pas mon argent pour aller le voir. J'attends que ça passe... C'est pas fou mais c'est pas nul non plus, ok. C'est genre, si t'as rien à voir, vois ça, et puis sinon... Ok. Et ben Megan, c'est un peu ça, hein. Megan, c'est un peu... Mais même pas. En fait, du coup, ben, ça tombe à plat. En fait, quoi que vous cherchiez, vous allez pas être satisfait parce que ça fait pas peur. Ça fait pas peur, ça tient pas assez en haleine. C'est... En fait, je trouve que là où ça marche le mieux, c'est quand ça essaye d'être plus léger et drôle, en fait. Mais du coup, c'est pas non plus assez gore, et c'est pas comme ça tout le long, pour être non plus satisfait par ce côté un peu grand guignol. Merci John Fu pour le follow, merci beaucoup. C'est... Voilà, pour moi, ça manque ce que ça veut faire. Après, peut-être que j'ai pas compris. Je suis passée à côté. Il y a des gens qui disent qu'effectivement c'est un peu plus comme Black Mirror, toujours dans les clichés, voilà les clichés et tout, mais les clichés ils sont faits pour qu'on joue avec, ça j'ai pas de souci avec ça, mais ouais là, ouais, là c'est parce que ça manquait un peu de tuerie horreur, ouais moi j'ai trouvé ça aussi. Mais il n'y a pas assez de tension non plus pour que ça soit du thriller. Mais c'est pas non plus... Enfin, il y a des parties assez sympas en mode oui, tuerie, folle de la gamine qui devient complètement... elle fait des trucs
qui ont pas de sens. La fin, je trouve, en fait, finalement, ce qui est mieux réussi, parce que là, ça part complètement... En fait, là, ça s'assume, quoi. Mais j'ai l'impression que le début ne s'assume pas, quoi. Furby caca, là. Mais ouais, je sais pas, il y a un ventre mou au milieu qui fait que c'est mal dosé et que le film n'assume pas complètement ce qu'il veut être. Et du coup, déception de mon côté. Le deuxième film que j'ai vu au cinéma, celui-là, par contre, je ne peux que vous le recommander. Pardon, hein, je vais encore me moucher, je suis désolée. Ah, t'as pas vu celui-là, John Foo. Mais je vais essayer de vous donner envie d'aller le voir sans vous spoiler. Alors c'est... Alors moi j'ai pas vu Bon baiser de Bruges, qui paraît que ça vaut le coup quand même. Mais j'avais vu Three Billboards, vous savez, son précédent. Et là, les Banshees d'Inisherin, moi j'ai trouvé mieux que Three Billboards. Tu vas souvent au ciné. Ah, dis-moi ce que tu me recommandes d'aller voir là. Genre si je veux aller au ciné cette semaine, qu'est-ce que je devrais aller voir? Moi j'ai trouvé vraiment assez incroyable ce film. Banshees d'Inisherin, donc avec Colin Farrell et Brendan Gleeson, qui jouent deux Irlandais paumés sur une île où il y a isolée, voilà, où il n'y a pas grand monde, quoi, où ils sont à peu près 5 et demi, où il y a un pub, une église, et c'est tout, et la mer. Tous les jours, ils ont leur rituel, c'est d'aller au pub. Quand le travail est terminé, le personnage de Colin Farrell vient chercher celui de Brendan Gleeson pour aller au pub. Et on commence le film avec le personnage de Brendan Gleeson qui ne veut pas aller au pub avec Colin Farrell et qui ne veut plus lui adresser la parole. Et il veut plus être son copain. Et voilà, et qui lui dit qu'il en a marre, qu'il est trop con et qu'il veut plus l'entendre. Bon bah voilà, on est quand même dans une toute petite communauté, hein, donc si tu perds ton seul copain, tu te retrouves un peu seul. Et c'est vraiment c'est une comédie, une fable émouvante, drôle, émouvante et cruelle. Merci Le Figaro. C'est une comédie dramatique, mais c'est pas une comédie genre tu t'exploses de rire, quoi qu'il y avait des gens explosés de rire, mais bon, hier j'ai raconté, Vito était là, j'étais dans la pire salle de cinéma, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un public aussi bon. Donc il y avait des gens qui étaient fendus de rire, bon je vous le dis, hein, normalement vous fendez pas la poire à ce point là, mais c'est drôle, mais c'est l'humour grinçant, pince sans rire, le truc vraiment fin. Et en même temps c'est hyper triste et hyper émouvant, il y a des scènes, elles sont hyper prenantes, il y en a une dans le pub à un moment. Quand le personnage de Colin Farrell est bourré, qui est assez prenante. Et il y a un personnage féminin, du coup, qui est la sœur de Colin Farrell, qui est jouée par Kerry Condon, qui est très très bien aussi. Ce personnage qui est très éduqué, mais bon, bah, qui a pas d'avenir hein, sur cette île. 1h49, c'est court, ça vaut le coup, c'est bien réalisé, c'est très beau, ça donne envie d'aller faire une retraite d'écriture ou je ne sais quoi artistique sur une île en Irlande. Pourtant moi je suis pas très pays du Nord comme ça. Ouais, ça fait un moment qu'il est à l'affiche, il a eu pas mal de prix, franchement, Et puis, ben voilà, c'est réalisateur de Three Billboards et Bon baiser de Bruges, qui ont été quand même des films
qui sont assez renommés. Voilà, c'est très bien réalisé, c'est très bien écrit, c'est hyper bien joué, je vous conseille. Je stream tous les lundis après-midi normalement, et une fois par semaine je fais mon bilan culturel du mois. Je suis bibliothécaire à la base, donc bibliothécaire BD, donc j'aime bien parler de culture. Mais sinon, c'est pas habituel que je sois là le mardi matin, mais de temps en temps pour le bilan culturel ou si j'ai une petite occasion. Voilà, et le troisième film, bah celui-là... celui-là qui a vraiment... les gens sont partagés, quoi. Les gens sont partagés par Babylone. Moi, je fais de la partie de la team qui a aimé Babylone. Qui fait partie de la team qui trouve que ça vaut le coup aussi de y aller le voir au cinéma. Donc, Babylone, le film de Damien Chazelle. Alors avant, je vous mettais les bandes annonces, mais j'ai arrêté de le faire parce que YouTube me strike mes VOD. Du coup, voilà, chiant. Donc, le nouveau film de Damien Chazelle, donc le réalisateur de La La Land et de Whiplash, au cas où vous sauriez pas. Bon, Damien Chazelle, là, il nous fait un peu son film bandeur d'Hollywood. On avait eu Tarantino qui nous l'avait fait, plein de réalisateurs qui nous l'ont fait, mais là, contrairement à Tarantino, je trouve pas que Damien Chazelle il nous fasse un film pour dire à quel point le cinéma et Hollywood c'était mieux avant. Juste il nous partage un moment d'histoire du cinéma et il nous en fait un gros show quoi. Et oui, c'est un peu comment dire ça. J'allais dire ça dégueule, j'ai que des expressions comme ça. Ça dégueule d'images, de mouvements de caméra, d'expressions, d'acteurs, ouais ça dégueule c'est le mot, mais en même temps c'est too much parfois, mais c'est un show quoi, il faut y aller comme quand vous allez voir un concert de Céline Dion ou de Johnny Hallyday. Faut se mettre dans le mood et faut en profiter et en prendre plein les yeux. Vraiment, appelez-moi pour plus de comparaisons. Éclaté au sol. Oh là là. Non, vraiment... vraiment au début j'y allais un peu à reculons, j'étais là waouh ça va me fatiguer, mais j'ai été hyper vite pris dans l'histoire. Donc on est c'est quelle époque? Dans le Los Angeles des années 20, et à l'époque où on maîtrisait la façon de faire des films, on en tournait énormément, il y avait une effervescence sur les plateaux, en même temps on était, on tournait dehors, on était limité par plein de choses, l'environnement, la lumière, mais le cinéma était encore muet à l'époque, mais c'était un moment très foisonnant et il y a eu cette bascule où le cinéma parlant est arrivé et où là on maîtrisait plus du tout les choses, il fallait tout réapprendre et des acteurs qui étaient très bons avant sont pas forcément étaient des très bons acteurs de cinéma parlant. Et donc on va suivre toute une galerie de personnages qui appartenaient au Hollywood d'avant et comment ils vont ou non s'adapter plus ou moins bien au progrès. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur le film? La réal est quand même assez folle. Too much, mais elle est incroyable. Il y a des mouvements de caméra, il y a le montage, il est fou. Enfin, c'est des choses qu'on voit quand même pas très souvent.
C'est très poussé, c'est peut-être too much, mais franchement, c'est... Voilà, c'est pas... C'est tellement rare que... Ouais, c'est un peu long. On va en parler. Que ça vaut quand même le coup de voir ça. Après, on peut ne pas apprécier hein, cette mise en scène, préférer des choses un peu plus calmes. Le jeu des acteurs, effectivement, est assez, pareil, très expressif. En fait, ça montre tout... Ça colle très bien avec tout le propos du film. Et moi, je trouve que surtout, là où il est très fort, Chazelle, c'est la musique. La musique est incroyable. La musique est incroyable. Bon, bah après, bah, c'est lui qui a fait La La Land et Whiplash. On voit que quand même, il a un certain attrait pour cet art. Et ben, dans Babylone, et en plus, il y a bah, ce personnage de musicien qui joue sur les plateaux et qui va après être à l'affiche de films. Voilà, donc ces passages-là aussi où il joue, qui sont hyper intenses, et où l'exercice que c'est que de faire de la musique aussi prend beaucoup corps, quoi. C'est vraiment très chouette. Tous les personnages sont très cool. Que ça soit le Brad Pitt, hein, l'acteur qui fait toujours des rôles en costume, du mec, du vieux beau et tout, qui à un moment donné, bon bah ça marche plus. Margot Robbie, qui vient d'un milieu hyper populaire, qui est hyper excessif. Le personnage de Manny, ils sont tous très très bien. C'est long, peut-être que ça aurait mérité d'être un peu plus court. Il dure combien? Il dure 3h09. Hein. Je trouve qu'au cinéma, j'ai pas trouvé que c'était mal rythmé, dans le sens où j'ai pas trouvé qu'il y avait des parties qui auraient dû être coupées, où c'était pas très bien balancé en termes de rythme. Par contre, c'est long, et je suis contente de l'avoir vu au cinéma, et pas chez moi, parce que je pense que chez moi, j'aurais voulu faire des pauses. Aller aux toilettes, me chercher à manger, me lever toutes les 5 secondes. Là au moins le fait d'être captive, ça m'a permis d'être plongée dans le truc et de pas avoir à bleuver. Mais par contre, si vous voulez aller le voir quand même en forme. Je vous conseille pas la séance de minuit quoi. Moi j'avoue que je me suis fait la séance de 13h un dimanche. Tu ressors déjà le soir, il fait nuit là presque. Voilà, c'est un peu long. Du coup, c'est pas le film que tu vas revoir tous les 4 matins. Je sais pas comment il aurait pu être coupé un peu différemment. Mais c'est quand même un film que je vous conseille d'aller voir si vous aimez un peu aller au cinéma, juste pour vous faire votre propre avis. Peut-être que vous allez détester. Comme il y a plein de gens qui... et par contre, on peut parler de la fin. La fin, et cette fin là vous avez... J'en parlais hier. Vous avez compris ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez compris? Non mais alors si vous avez pas compris, je vous fais un petit résumé vite fait. Je vous mets la fin de l'exposé. Voilà. Alors, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler et vous raconter ce montage, mais si vous voyez la fin. Voilà. Bon alors, soit vous allez être dans l'émotion et vous allez la prendre et vous allez la vivre bien, ça va être smooth quoi, cette fin, soit vous allez avoir un mouvement de recul et vous allez sortir du film et voilà. Wow. Ok. Ok Damien. Ok, merci pour merci pour cette conclusion. J'ai compris que c'était la fin du film du coup. Voilà. Voilà pour les films et pour les séries. J'ai vu la dernière saison et donc la fin de His Dark Materials, donc l'adaptation de... très médiocre, ouais, très médiocre, je crois que c'est une des meilleures critiques que j'ai vues d'Astérix.
Je crois qu'il y a personne qui a aimé, quoi. Hein. C'est fou, hein. La fin de His Dark Materials, c'est l'adaptation en série télé par HBO de la série de livres pour enfants à la croisée des mondes, qui est donc ma saga de livres d'enfance. Chérie, voilà. Enfin une bonne adaptation. Cette adaptation, elle a beaucoup parlé aux gens qui ont adoré le livre. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes qui n'ont jamais lu le livre. Même si je pense qu'ils peuvent voir le côté intéressant des bouquins. C'est une série HBO. Donc c'était sur OCS, mais le problème c'est que du coup OCS ils ont perdu plein de séries et du coup je crois que la saison 1 est même plus disponible, donc je sais pas où elle est dispo maintenant. Moi je l'ai vue sur OCS du coup à l'époque, mais voilà. Est-ce que c'est... je sais pas qui va récupérer His Dark Materials. Donc une série... Là on est vraiment dans une série de fantasy. Où on va avoir, donc je vous lis le résumé. Lyra est une jeune fille apparemment ordinaire mais courageuse et originaire d'un autre monde. Sa recherche d'un ami kidnappé révèle un sinistre complot impliquant des enfants volés et devient une quête pour comprendre un mystérieux phénomène appelé poussière. Je veux pas trop vous en dire, à part que du coup c'est effectivement une très bonne adaptation, que les acteurs sont très bons, que l'image est très belle, que la réalisation est très belle, que ils ont choisi une autre façon d'adapter que le déroulé dans les romans, mais que du coup ça marche bien. Et je peux vous inciter à regarder si vous avez envie de vous lancer dans une histoire de fantasy, adaptée aussi pour les ados du coup, qui soit du coup pas trop violente, parce que c'est adapté d'un livre pour enfants. C'est pas du Game of Thrones quoi. Ça pose plein de questions, et après je trouve qu'il y a quand même un petit problème de rythme. Il y a des épisodes où il se passe rien et des épisodes où il se passe énormément de choses. Cette fin de saga, moi ça m'a beaucoup émue comme le bouquin, mais comment dire, cette dernière saison elle a aussi des petits problèmes effectivement de rythme, mais quand même ça reste une série que je vous conseille, mais j'aimerais avoir plus d'avis justement de personnes qui n'ont pas lu les livres pour savoir s'ils ont tout compris. Mon copain l'a regardé avec moi et il m'a posé beaucoup de questions. Genre là je comprends pas trop ce qui se passe et tout, donc j'aimerais voilà, je ne prenez pas que mon avis pour acquis, parce que je pense que ça mérite d'avoir aussi l'avis de personnes qui n'ont pas lu les livres. Deuxième série, mini-série, documentaire, Madoff. C'est la série Netflix qui retrace l'ascension et la chute de Bernie Madoff, le financier ayant orchestré l'une des plus importantes pyramides de Ponzi de l'histoire de Wall Street. Bon ça c'est une série du coup documentaire Netflix. Si vous êtes pas très au fait de ce qui s'est passé avec Bernard Madoff et ça retrace bien, avec des personnes qui ont vécu la chose de l'intérieur, en plus interviewées, des reconstitutions, et quand même tout le long tu te dis putain comment c'est possible que ça se soit passé quoi. Moi j'étais pas aussi au point sur tout le monde savait, enfin tu te doutes hein, mais à quel point tout ça aurait dû s'arrêter bien avant, et c'est allé beaucoup trop loin.
Et il a fallu que tout s'écroule pour que la pyramide de Ponzi elle soit démantelée, quoi. Donc voilà, si vous voulez regarder, c'est sur Netflix. C'est 4 épisodes d'1 heure environ chacun. Voilà, ça peut être un truc, c'est pareil, intéressant à voir, en espérant que ce genre de choses ne se reproduisent plus, mais bon. Et enfin, j'ai vu en place la série de Jean-Pascal Zadi sur les élections présidentielles. Est-ce que avec des personnages tous un peu caricaturaux mais reconnaissables, c'est assez drôle en vrai, souvent. C'est des épisodes, 6 épisodes de 30 minutes. Petite série française, comédie française, voilà, assez courte, qui se regarde très très vite, qui est franchement bien rythmée, qui est sympa. Moi j'aime beaucoup tous les acteurs, ils sont très cool. Il y a des trucs, voilà, un petit peu clichés, mais qui marchent bien. Si vous aimez bien la politique et vous en moquez, ça marchera bien. Si vous avez envie de soutenir une comédie française une série de comédies françaises sur Netflix, comme il y en a pas tant ou qu'elles sont supprimées, ben let's go, allez-y. Voilà, vous passerez un bon moment, je pense. C'est pas le truc qui va révolutionner l'histoire des séries, hein, je pense, hein. Mais ça se regarde bien. Ouais. Les 2 dernières séries Madoff et En place, c'est sur Netflix. Et voilà pour mon bilan culturel du mois de janvier. On était en direct sur Twitch, n'hésite pas à me rejoindre en live sur ma chaîne. On se retrouve le mois prochain pour mon bilan culturel du mois de février. Ciao ciao.